Bonsoir à tous. Merci d'avoir pris sur un temps qui est généralement un temps de vacances en ce moment en France pour venir ce soir, assez nombreux, sur cette colline de Chaillot. C'est donc un défi de ville, qui sont une coproduction entre la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et le groupe Moniteur. Et ce soir, nous en sommes au 25e défi de ville. Alors pour ne pas l'oublier, à la fin, je voudrais tout de suite vous annoncer que nous ferons un prochain défi de ville relativement proche, puisque c'est le 20 novembre. Et nous recevrons à la fois Maurice Vincent, qui est le maire de Saint-Étienne, et l'architecte urbaniste paysagiste Alexandre Chemetov. Donc si vous pouvez le noter sur vos tablettes, c'est le 20 novembre. Et donc ensuite, nous traiterons d'Arras, mais nous traiterons d'Arras un peu plus tard. Ce sera le défi suivant, le 27e donc. Mais pour l'instant, nous en sommes au 25e. Et donc pour ce 25e défi de ville, nous allons nous pencher sur le cas de Saint-Dizier, qui est une ville qui s'est construite, monsieur le maire, vous ne me démentirez pas, de part et d'autre de la Nationale 4. C'est une ville qui, sur le plan industriel, a connu des heures de gloire, notamment grâce à ses aciéries, et qui aujourd'hui est un petit peu privée de certaines de ses industries, comme d'une manière générale la France peut l'être. Donc nous verrons si, au travers d'un projet d'urbanisme, il y a des moyens de faire du redressement productif à Saint-Dizier comme en France. Voilà, donc nous allons commencer par... je vais quand même vous dire que nous recevons donc monsieur François Cornu-Gentille, que je vous présenterai tout à l'heure et qui est donc le maire de Saint-Dizier, et puis l'architecte urbaniste catalane qui est Carme Pignon. Donc avant de commencer, nous allons écouter Henri-Pierre Pinos, pardon. Je ne suis pas familier de votre langue. Avant de commencer, nous allons écouter le sociologue Henri-Pierre Jeudi, qui va, comme c'est l'habitude dans ces soirées des défis de ville, qui va retracer en une dizaine de minutes l'historique de Saint-Dizier, l'histoire urbaine de Saint-Dizier. Alors Henri-Pierre Jeudi, c'est l'auteur de très nombreux articles dans la presse quotidienne, aussi bien que dans la presse spécialisée. Et il a fait une quarantaine d'ouvrages portant sur des thèmes très différents, notamment sur la peur, la panique, la catastrophe, l'intimité, la communication, et puis, ce qui nous rassemble plus ce soir, le patrimoine. Alors, je ne vais pas citer tous ces ouvrages, mais je vais quand même citer ceux qu'il a produits au XXIe siècle. Donc, La machinerie patrimoniale en 2001, Le corps et ses stéréotypes, c'était aussi en 2001, L'absence de l'intimité, qu'il a produit en 2007. Puis, avec Maria Claudia Galera, il a produit 2 livres, l'un qui s'appelle « Écrit du Verbois » et l'autre qui s'appelle « Écrire la ville de Saint-Dizier ». Ça, c'était en 2011. Ces 2 derniers livres sont parus aux éditions Châtelet-Voltaire, qui est une nouvelle maison d'édition installée en Haute-Marne, à Cirey-sur-Blaise, et qui a été créée il y a 3 ans par Henri-Pierre et Monique Jeudi. Voilà, je vous cède la parole pour quelques minutes, de façon à ce que vous nous présentiez l'histoire urbaine de Saint-Dizier. Oui, je ne ferai pas vraiment un historique de la ville de Saint-Dizier, mais je partirai de cette question. Quel regard porter sur la ville de Saint-Dizier? C'est une ville qui n'est ni une citadelle, bien qu'elle le fût autrefois, ni un labyrinthe. Mais par contre, c'est une ville qui est toujours en métamorphose. Elle est construite sur un axe qui traverse en fait tout l'est de la France, et axe qui a servi de couloir à la circulation des armées. Passage le plus important est celui de Napoléon Ier pendant la campagne de France, là où il a eu justement une victoire, une ultime victoire, disons. Saint-Dizier est une agglomération qui s'est donc développée autour de cet axe. Après, surtout, la première restructuration s'est passée après 1775, où il y a eu un incendie qui a en partie détruit la ville.
Mais l'axe est toujours resté jusqu'à aujourd'hui le principal, l'épine dorsale en quelque sorte de la ville. Et cette épine dorsale, symboliquement, elle semble s'achever, mais elle ne s'achève pas vraiment, avec l'église Saint-Martin de Gigny, qui, elle, est entourée d'immeubles construits dans les années 60. Et cette église, jusqu'à un certain temps encore, semblait en fait être comme un navire échoué sur l'épine dorsale, parce qu'elle s'enfonçait dans la terre, en fait, comme la tour de Pise. Bon. Aujourd'hui, elle a été replacée au même niveau. Saint-Dizier a la particularité aussi d'avoir la configuration, quand on regarde un plan, d'avoir la configuration d'un poisson. C'est-à-dire, si on voit le contour de l'agglomération, on a le dessin d'un poisson. Et ce n'est pas un hasard non plus, parce que c'est une ville, effectivement, qui vit de l'eau. C'est une ville d'eau, en fait. Pas dans le sens, évidemment, d'une ville balnéaire, mais une ville qui a l'eau avec la Marne, le canal de la Marne, et puis surtout aussi une rivière qui s'appelle l'Ornelle et qui est en partie ensevelie sous la terre. Mais justement, la thématique de l'eau dans les projets d'urbanisme aujourd'hui, cette thématique de l'eau est vraiment à l'ordre du jour, quoi. Ce qui est frappant dans cette agglomération de Saint-Dizier, c'est l'hétérogénéité spatiale. C'est-à-dire que cette hétérogénéité semble provoquer un manque de cohérence de l'agglomération. Mais est-ce que c'est vrai que l'hétérogénéité est un manque de cohérence? Ça, c'est un problème. Et il y a des oppositions assez fortes, par exemple, entre un quartier comme le quartier de Lanoue, qui est un vieux quartier de voyotes. Les voyotes sont des ruelles, justement, où les gens vivent dans une proximité très forte, voire même autrefois dans une promiscuité. Et puis, il y a l'opposé aussi, qui est le quartier du Verbois, qui est un énorme quartier qui a été créé par Edgar Pisani dans les années 50, au moment, justement, où la ville de Saint-Dizier retrouvait un essor industriel important, avec l'installation aussi de McCormick. Cette hétérogénéité, elle est présente dans toute la ville. Elle n'est pas simplement liée à cette opposition que j'ai évoquée, mais elle est présente dans le sens où, finalement, les quartiers n'ont pas besoin d'avoir cette obsession contemporaine de l'identité du quartier, quoi. Il y a une sorte de... L'hétérogénéité permet une sorte de fusion, en fait, de la manière dont les gens peuvent vivre leur quartier. Et c'est ça qui est intéressant à Saint-Dizier, c'est que pour une ville qui est souvent considérée comme en déclin, il y a une vie sociale qui est extrêmement particulière et qui est peut-être due justement à cette hétérogénéité spatiale. Or, pendant un temps, il y a une dizaine d'années à peu près, la municipalité a décidé de produire un effet de centre. Mais qu'est-ce que c'est qu'une centralité qu'on produit comme ça? Est-ce que c'est seulement un simulacre? Cet effet de centre, il a été créé à partir d'un vis-à-vis entre l'hôtel de ville et le petit théâtre à l'italienne qui a été restauré depuis. Tout un mobilier urbain, évidemment, est venu montrer, signifier le centre. Mais en même temps, il y a une facticité de cet effet de centre. Et c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que le centre, est-ce qu'on en a, une ville a-t-elle besoin d'avoir un centre, ou le centre sera-t-il justement maintenant plutôt l'axe que ce point précis qui est la place, en fait, de l'hôtel de ville? Bon, ça c'est une question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a toute une obsession autour des centres historiques dans les villes, les centres qui sont surpatrimonialisés, et lesquels centres surpatrimonialisés sombrent dans la pétrification la plupart du temps. Or là, la ville de Saint-Dizier a peut-être cette force elle-même de résister à cette concentration que constitue un centre dit entre guillemets historique. Il y a un point qui est important aussi, c'est que
les gens, les habitants, disons, de Saint-Dizier, qu'on appelle les bragards, les habitants de Saint-Dizier se déplacent dans la ville. Ils vont, même si, par exemple, il y a une séparation apparente entre le Verbois et la ville elle-même de Saint-Dizier, il y a aussi des interpénétrations constantes entre les habitants du Verbois et les habitants de Saint-Dizier même. Alors, qu'est-ce que peut être le devenir de la ville à partir du moment où elle a subi plusieurs métamorphoses? Disons que la ville est presque un laboratoire d'architecture, en quelque sorte. C'est peut-être pas la seule ville en France qui est un laboratoire d'architecture, mais c'est l'idée aussi que la ville n'est jamais achevée. Et je veux dire, ça peut être aussi quelque chose qui est très puissant dans une ville, que de vivre dans une ville qu'on se représente comme étant toujours inachevée, ou en voie d'achèvement, mais jamais achevée. Et ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, la ville elle-même laisse quand même, malgré tout ce qu'on raconte et la manière dont elle peut être décriée et décrite comme étant en déclin, comme un espoir quand même assez fort. Je voudrais signaler au passage, après j'ai presque fini, je voudrais signaler au passage que les patrimoines, on est soucieux aujourd'hui des patrimoines matériels, c'est-à-dire monumentaux. Or, la ville de Saint-Dizier, elle vit plutôt de ses patrimoines immatériels, c'est-à-dire que ce sont d'abord la transmission des savoir-faire à travers toute l'histoire de la sidérurgie en Haute-Marne, et avec aussi tout le développement de la sculpture industrielle qui a produit ce qui orne aujourd'hui encore les ponts de Paris et qui orne aussi dans bien des villes du monde les parcs, les places, etc., y compris au Brésil d'ailleurs. Et donc l'idée de l'immatérialité, elle est quand même quelque chose d'important parce que le patrimoine considéré comme immatériel fonctionne surtout sur des mémoires qui restent plus ou moins insaisissables, alors que, évidemment, le monumental, on n'a pas de problème, hein, je veux dire, il se présente comme tel. Et donc, pour en finir, je voudrais dire que l'ambiguïté, ou l'ambivalence, c'est plus joli, l'ambivalence affective des rapports que les habitants peuvent avoir à la ville de Saint-Dizier, cette ambivalence, elle est curieusement signifiée par deux personnages quand même très importants de Saint-Dizier, qui sont totalement inconnus, ou presque inconnus en tout cas. Le premier, c'est Edmond Haraucourt, qui a dit « partir, c'est mourir un peu », donc une phrase qui a quand même couru à travers le monde. Edmond Haraucourt est mort il y a 70 ans. Et donc c'est le rondel de l'adieu. Et c'est important cette phrase. Il est aussi l'auteur de la légende des sexes. Oui, la légende des sexes, oui, ça je sais, oui. Mais c'est important cette phrase parce qu'elle indique bien comment le mouvement de la dépopulation à Saint-Dizier est un mouvement qui a entraîné le départ de presque 10 000 personnes depuis les années 75. Mais là, ça se stabilise aujourd'hui. Bon, après, on rectifiera. Mais ça veut dire qu'il y a cette ambiguïté pour chaque habitant de savoir s'il reste ou s'il part. Et ça, c'est très important parce qu'il vit ça comme est-ce que je peux rester là? Et il y a beaucoup d'habitants aussi qui reviennent habiter là après être partis. Le deuxième personnage, qui est aussi un personnage magnifique, c'est Marcel Dièvre qui a décoré le Petit Paris. Le Petit Paris, c'était une ancienne mercerie. Et il a décoré un peu dans le style qu'on appelle aujourd'hui, mais encore c'est très critiquable, non, art brut, c'est-à-dire dans une espèce d'imaginaire assez délirant à partir de petits morceaux d'assiettes, etc., avec des figurations symboliques, et d'ailleurs qui, pour la plupart, représentent justement la ville de Paris. Marcel Dièvre, et c'est là que je terminerai parce que ça c'est quand même très joli, et ça personne n'en parle, il a créé peut-être une des plus belles utopies urbaines. C'est-à-dire que, en général, les artisans de l'art brut, ou les artistes de l'art brut, se font leurs œuvres, ou constituent leurs œuvres, dans des espaces qui sont hors d'une ville, comme le Facteur Cheval, par exemple. Or, Marcel Dièvre l'a fait dans la ville, mais avec cette idée qu'il fallait continuer
non seulement dans la propre voyote où il habitait, mais à la limite dans tout l'espace de la ville même. C'est important parce qu'il a incité ses voisins à faire la même chose, personne ne l'a suivi, mais quand même, il a lancé une vraie utopie urbaine. Voilà. Merci Henri-Pierre Jeudi pour cette présentation qui va nous permettre donc de mener le dialogue entre l'architecte et le maire. Alors je vais faire une rapide présentation. D'abord François Cornu-Gentille, vous êtes d'une famille qui aime bien la politique, puisque j'ai noté que vous aviez un oncle qui s'appelait Bernard Cornu-Gentille et qui était ministre du général de Gaulle. Et il était aussi maire de Cannes. Donc il avait choisi une ville un peu plus au sud que la vôtre. Mais donc vous êtes remonté vers l'est de la France. Et vous avez d'abord été conseiller municipal de Saint-Dizier, ça c'était en 89. Ensuite, vous avez été élu maire en 95, vous avez été réélu en 2001 et réélu en 2008. Et puis, vous êtes également député de la Haute-Marne, et ça, sans discontinuer, depuis également 1993, si j'ai bien noté. Vous avez donc été réélu en 2012, dans la deuxième circonscription de la Haute-Marne, avec un score de plus de 60% des voix. Donc, compte tenu du résultat général de ces élections, vous avez fait un score qu'on qualifie généralement de maréchal, d'une certaine manière. Et vous êtes devenu à l'Assemblée nationale également un spécialiste des questions de défense et des réformes de l'État. Mais les questions de défense, ça nous ramène à Saint-Dizier, parce que finalement, il y a des industries de la défense à Saint-Dizier. Vous aurez l'occasion de nous en parler tout à l'heure. Alors, Carme Pignos, vous êtes architecte et urbaniste. Vous avez d'abord été associé à Enrique Miralles, mais en 91, vous avez créé votre propre agence. Et puis, parmi vos premiers projets en tant qu'individu, individuellement, vous avez vous avez réalisé l'école Talière de Morelia, qui est donc une école pour laquelle vous avez reçu un prix national de l'architecture espagnole, en gros notre équerre d'argent française. Vous l'avez reçu en 95 en Espagne. Et puis à partir de cette époque, vous avez entrepris aussi une carrière d'enseignante. Vous avez continué votre activité d'architecte, mais vous avez enseigné de par le monde. Alors j'ai noté que vous étiez allé aux États-Unis, dans l'Illinois, à Harvard, vous avez enseigné à New York, aussi en Europe, à Düsseldorf, à Lausanne, à Barcelone bien sûr, et puis à Rome également. Et je pense que j'en oublie. Alors, parmi vos projets récents, il y a ce travail dont vous allez nous parler tout à l'heure sur Saint-Dizier, cette recomposition urbaine entre deux centres un peu éparpillés dans la ville, comme vient de le dire Henri-Pierre Jeudi. Et sinon, vous avez également été l'auteur du parc urbain de Pétrel, c'est ça ? L'immeuble pour la délégation du gouvernement de Tortosa, j'ai noté, le musée des transports à Malaga. Et puis alors, la dernière grande intervention urbaine qui ait lieu dans le quartier populaire de Raval à Barcelone, vous en êtes également responsable, sur la Gardounia. À l'étranger, je pourrais citer l'immeuble du nouveau campus de l'Université de Vienne, le centre culturel d'exposition du KXC Forum à Saragosse, et puis une tour au Mexique à Guadalajara. Voilà. Et puis, alors, vous avez reçu un nombre incalculable de prix. Alors là, je renonce à les citer parce que vous avez une liste de prix de par le monde qui est absolument époustouflante. Alors, on va commencer par vous, François Cornu-Gentille. Quand vous avez été élu maire en 1995, vous aviez connaissance évidemment de la ville, vous aviez conscience du projet urbain qui pouvait être créé sur cette ville, et notamment ce problème du deuxième centre que constitue le Vertbois. Est-ce que vous aviez déjà, en 1995, un projet politique par rapport à cette situation urbaine particulière ? J'avais conscience d'arriver dans une ville pas tout à fait comme les autres. Alors chaque maire, évidemment, j'imagine, dans ces lieux et ailleurs, doit avoir la même phrase. La particularité de la ville, c'est qu'elle était au bord d'un effondrement et personne ne s'en rendait compte. En fait, un petit ajout par rapport à ce qu'a dit Henri-Pierre Jeudi tout à l'heure, Saint-Dizier a connu une croissance de ville champignon après-guerre. Saint-Dizier, c'était une ville de 15-16 000 habitants. Et Pisani, l'ancien ministre du général de Gaulle,
et de François Mitterrand, qui avait été préfet de la Haute-Marne, s'embêtait un peu à la préfecture et s'est dit on va essayer, on était dans les années 50, on va essayer de faire entre Nancy et Reims, finalement il y a un grand territoire vide, on va essayer de faire une ville intermédiaire là. Et cette ville de 15 000 habitants, par la volonté de l'État, en quelques années, il l'a portée à 40 000 habitants. Donc elle a plus que doublé en quelques années. Après, Pisani s'est retiré et l'immobilisme a gagné le territoire assez vite sans que personne s'en rende compte. Parce qu'on était sur une lancée où tout fonctionnait bien. Et il y a eu une sorte de conservatisme de droite et de gauche, les marxistes diraient d'alliance objective entre le grand capital et les marxistes, pour vous dire un peu, comme tout marchait très fort à Saint-Dizier, personne ne se souciait de l'avenir. À l'époque, il y avait eu des projets, on est très marqué, et encore, c'est pas uniquement au passé, hein, il y a aussi un avenir de la métallurgie, il y a encore un savoir-faire très, très important. Mais on était effectivement très métallurgie, fonte, et il y avait eu d'autres projets d'implantation industrielle à Saint-Dizier, et notamment de L'Oréal. Et à l'époque, les forces de progrès n'avaient pas voulu de L'Oréal parce que c'était horriblement capitalistique, paternaliste et tout ce que vous voulez. Et les fondeurs n'avaient pas voulu de L'Oréal parce que ça payait mieux que les fondeurs. Donc je donne cet exemple. Voilà, il y aurait. Donc Saint-Dizier a connu une imputation une croissance très forte et peut-être pas complètement naturelle. Une croissance voulue par l'État en fait. Donc il y a bien des choses qui sont produites, mais ça explique sans doute notamment des aspects qu'a dit Henri-Pierre Jeudi tout à l'heure. C'était des quartiers champignons qui poussaient en fonction des projets de telle usine. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de... Mais ça a créé la personnalité de la ville d'une certaine manière. Donc, il y a aussi des atouts géographiques à cette ville. Oui, voilà. Alors, on arrive en 95, cette dynamique est cassée depuis longtemps. En fait, la ville atteint son maximum d'habitants, qui est 40 000 habitants, en 70. Et en 95, le déclin a en réalité commencé depuis 20 ans, mais personne ne s'en aperçoit. On arrive au moment où ça s'accélère. Alors, les symptômes du déclin, quand on arrive, ils sont multiples, il y en a 3. Des gros soucis industriels. Est-ce que ça a encore un sens, l'industrie? On est dans les débats d'aujourd'hui. Moi, quand j'étais à l'Assemblée en 93, quand vous alliez voir les ministres, d'ailleurs, en 93 ou 97, de Gaulle, on redécouvre aujourd'hui l'industrie. Dans les années 90, quand vous parliez industrie à un responsable politique, vous n'intéressiez personne. Donc, une sorte, pas d'effondrement, une sorte des gros problèmes industriels. Le problème d'une coupure très grave qui a été évoqué entre le quartier créé dans les années 50 par Pisani, qui s'appelle le Verbois, au-delà de la Nationale, qui a connu une croissance très rapide. Là aussi, pour ceux qui s'intéressent à la politique de la ville, c'était une situation très particulière que ce quartier du Verbois, puisque quand on dit les quartiers, c'est un 10e, un 20e de la ville. Nous, c'était la moitié de la ville. Donc c'est même plus un quartier, c'est la ville en fait. Et d'ailleurs, Pisani avait conçu ce quartier du Verbois comme le nouveau centre. Et on était déjà à la recherche du centre dans les années 50. Et donc, ce quartier qui part à la dérive, qui est coupé par la nationale, par le canal du centre-ville, mais là aussi, on n'est pas dans la politique de la ville traditionnelle, parce que dans les ensembles urbains très denses, vous avez effectivement des accès de pauvreté, des fixations de difficultés, mais qui sont finalement pas très éloignés de points de richesse très forts. Donc il suffit de créer un lien, mais à Saint-Dizier, le centre-ville était lui-même en train de s'écrouler. Dans le centre-ville de Saint-Dizier, c'était 2 magasins. Pour répondre à ce qu'a dit Henri-Pierre Jeudi, oui, on a recréé un centre parce qu'il n'y en avait plus. C'est-à-dire, dans ce qui était le centre-ville, 2 magasins sur 3 étaient à peu près fermés. Donc, quelque chose qui commence à s'accélérer et tout le monde qui est dans la nostalgie du passé. Alors, sur les atouts géographiques, je vous ramène à ça parce qu'il y a le lac du Der, notamment. Oui, alors en plus un territoire effectivement entouré de forêts, entouré du plus grand lac artificiel d'Europe qui est le Der, avec des vrais atouts dont personne ne se préoccupe. Voilà, tout le monde rabâche le déclin. Alors, l'idée qu'on a eue, le projet, ça a été, j'ai été obligé de me dire, voilà comment on sauve les meubles. Voilà, on arrive dans un truc qui s'effondre. Dès 1995, vous arrivez avec des projets... On essaie de réfléchir et c'est une démarche un peu rare. Quand
vois pas mal de collègues. Les collègues se disent qu'est-ce qu'on peut faire à l'Assemblée pour faire plaisir aux sportifs, pour faire plaisir aux vieux, aux jeunes, etc. Moi, j'en étais pas à faire plaisir aux UMP, aux PS. Qu'est-ce que je fais pour que ma ville ne s'effondre pas? C'est ça ma question. Et donc, on a été obligé très vite d'avoir un projet qui a un point commun avec celui de Pisani. Je n'avais pas l'idée de monter Saint-Dizier à 80 000 habitants, ça paraissait un peu fantaisiste, même si tous les maires sont un peu mégalos. En revanche, ce qui restait vrai du raisonnement de Pisani, c'est qu'effectivement, entre Nancy et Reims, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même un peu de monde. Il y a Bar-le-Duc, il y a Vitry-le-François, il y a Joinville, il y a un certain nombre de choses. Et il y a autour de Saint-Dizier 150 000 habitants qui n'ont pas de centre. Et si Saint-Dizier ne devient pas un centre pour ces 150 000 habitants, alors le centre de ces ruraux, ça sera forcément beaucoup plus loin, à Nancy ou à Reims. Et donc, un des aspects du projet, alors, un des aspects, ça a été de réunir la ville. Un autre aspect, on l'a fait avec Jean-Paul Deschamps, c'est les projets initiaux de réunification de la ville. L'autre projet, c'était de créer une nouvelle zone industrielle, sinon on ne pouvait pas amorcer une nouvelle histoire industrielle. Et le troisième aspect, ça a été voilà, on va être le petit centre pour ces 150 000 habitants qui sont loin de Reims et loin de Nancy. Et si Saint-Dizier ne joue pas ce rôle, finalement, à l'horizon, il n'y a personne pour le faire. Et donc, on a décliné cela sur le plan commercial, sur le plan culturel. On a refait le théâtre dont vous avez parlé avec le cabinet Fabre-Speller. Je salue notre ami Fabre là. On a essayé d'être la ville de proximité en matière de commerce, en matière de culture, en matière de loisirs. Et ça a marché, on a continué à perdre des habitants, mais si je puis dire, la zone de chalandise pour la culture, pour les animations, elle va assez loin. Alors qu'en 1995, les habitants de Saint-Dizier partaient faire leurs courses, allaient voir leurs spectacles à 25, 30, 50 km. Maintenant, on a complètement inversé les flux. Grâce aussi, on l'a peut-être vu des photos, une très belle piscine aussi. Hein, il y a eu plus qu'un effet de centre. Enfin, vraiment, on a recréé une activité de centre avec la piscine. Je crois que les anciens chiffres, ça devait être 80 000 entrées par an. On doit être à pas loin de 180 000 maintenant. Un nouveau cinéma en centre-ville, dans une ancienne usine Mico qui est liée à l'histoire de Saint-Dizier. Je ne sais pas s'il y a eu des photos du cinéma. Le fait de faire ce cinéma dans un lieu historique, culturel, ça a complètement changé. L'ancien cinéma, 80 000 entrées par an, le nouveau, 210 000. Oui, le territoire a bougé. Mais ce qui est frappant, c'est que vous n'évoquez pas les atouts industriels de la ville, parce que même s'il y avait 200 aciéries, et que maintenant il n'y en a peut-être plus qu'une dizaine, je crois, malgré tout, vous continuez d'avoir des atouts industriels, et il semblerait que même les Chinois vous envient certains savoir-faire. On a eu des investissements, on a à la fois à Saint-Dizier des beaux restes de groupes familiaux, finalement, du 19e siècle. Et on pense que ceux qui ont résisté, alors c'était très ringard il y a 10 ans, c'est très très branché aujourd'hui, parce que c'est justement des gens qui ne sont pas laissés aller à la folie spéculative des groupes et autres, et donc ceux qui ont résisté, c'était peut-être des fils à papa, mais c'était des fils à papa qui réfléchissaient, qui avaient une vraie vision industrielle, parce que les fils à papa qui ne fichaient rien, ils sont morts depuis longtemps. Donc on a encore quelques groupes familiaux très solides et très performants dans ces domaines. Et puis on a aussi d'autres entreprises qui sont chinoises, japonaises, hollandaises. Avec 24 000 habitants aujourd'hui. Ah non, un peu plus quand même. Non, ça viendra peut-être un jour. On est en dessous de 30 000, mais on est autour de 26 000, 27 000. Alors, il y a eu le phénomène aussi classique de une part des habitants sont partis simplement habiter autour, en banlieue, si je puis dire. Donc, on a perdu sur la zone un peu moins d'habitants que cela. Mais vous pensez pouvoir, avec cette taille de ville, assurer une sorte d'équilibre avec les métropoles ? C'est pas équilibre, on amène à Carmé-Pinos. Donc, arriver Saint-Dizier, c'était quelque chose, si vous voulez, un sucre sur lequel on mettait de l'eau il y a quelques années.
Voilà, tout ça se dilatait et ce territoire devenait de plus en plus vide. On a créé quelque chose qui raccroche de l'activité. C'est ce que je vous ai expliqué, notre démarche commerciale, culturelle, loisirs. On a ramené du monde alors que cette ville n'attirait pas grand monde pour les activités. La réflexion, le projet que nous menons maintenant avec Carmé, c'est deux choses. Consolider cela. Ce n'est pas encore complètement acquis. On va faire une nouvelle salle culturelle avec le cabinet Michelin. On va essayer d'aller chercher du public plus loin en matière culturelle. Donc consolider tout ce que je vous ai dit. Et puis aller plus loin. On a été plus loin dans une réflexion un petit peu sur les villes moyennes qui en France sont en crise. Soit la ville moyenne est dans la banlieue d'une agglomération et elle vit bien, mais elle devient une banlieue dortoir. Donc elle a le sentiment de perdre son identité. Alors nous, on est le dortoir de rien, c'est une autre problématique. Et donc nous, notre problématique, elle est différente. Elle est de retrouver un sens dans le territoire. Et alors ça, c'était défensif. C'était comment éviter la catastrophe. Voilà, il faut consolider. L'autre aspect des choses, qui n'est plus défensif, grâce à Carmé, grâce à la réflexion qu'on vit ensemble, j'ai la conviction, peut-être aussi utopiste que celle de Marcel Dièvre, qu'en fait, ces petites villes moyennes, elles ont vraiment quelque chose à dire. Quand on regarde ici ou là ces villes moyennes, on voit deux tendances qui me paraissent aussi épouvantables les unes que les autres. Certaines veulent jouer les Georges Frêche, donc ils se mettent à faire des trucs gigantesques, mais c'est pas adapté à l'échelle de la ville et ça ne peut pas fonctionner. Et puis d'autres, ils jouent au contraire le 19e siècle, le retour à la terre, etc. On fait des jardins, des fleurs, on fait du ruralisme stupide. Et je me dis, en observant le monde au 21e siècle tel qu'il est, et je me le dis d'autant plus que moi je suis parisien, donc je suis arrivé avec un certain recul par rapport à la ville que je vous décris. Je me dis, effectivement, copier les grandes villes, on est ridicule. Essayer de copier les villages, c'est encore plus lamentable. On ne va pas mettre des schtroumpfs dans tous les jardins, des choses comme ça. Et en fait, il y a dans ces villes moyennes, pour peu qu'on les hisse à un certain degré de qualité dans tous les domaines, pour peu qu'on les respecte, ces villes, qu'on essaye de les tirer vers le haut, il y a une qualité de la vie formidable. Et donc, le projet de Carmé, c'est continuer la densification, et c'est profiter des espaces pour développer tout un potentiel, pour développer un art de vivre. Et donc il y a l'idée à la fois de densifier et de montrer que la ville moyenne, finalement, a des atouts que n'ont pas les villages et que n'ont pas les grandes villes. Profiter de ces espaces, s'appuyer sur ces espaces pour avoir un autre rapport à la ville. C'est ça, et un autre rapport au territoire. Et ça, c'est le travail qu'on fait avec Carmé. Alors, elle va nous en parler tout à l'heure, mais je voudrais continuer encore un petit peu avec vous. Vous avez lancé ce projet donc, de réaménagement de Saint-Dizier à l'horizon 2020. Il y en a pour un peu plus longtemps. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Généralement, les villes aujourd'hui lancent des grands projets à l'horizon 2030, voire 2050. Pourquoi avoir choisi 2020 alors ? Mais parce que si on a... Déjà, c'est tellement dur d'avancer. Si on ne se donne pas des objectifs très... Voilà, je veux qu'en 2020, on ait vraiment passé un cap. Alors, il est démarré, le projet, parce qu'en fait, on y réfléchit depuis, même avant d'avoir choisi Carmé, on est dans cette démarche depuis un bon moment. Le projet, il est parti depuis 5 ou 6 ans. On rachète des parcelles, on peut... Mais je voudrais qu'en 2020, on ait vraiment fait basculer Saint-Dizier vers autre chose. C'est-à-dire qu'on n'ait pas simplement... qu'on ait amorcé ce que je vous dis, qui est peut-être un peu très, très abstrait aujourd'hui. La densification du centre, voilà, ça va être consolidé. Et qu'en 2020, on se dise finalement le maire Saint-Dizier qui parle des villes moyennes, qui sont sympas, ça peut vous paraître abstrait. Rendre ça concret dans les 7-8 ans, je pense que c'est possible et je pense qu'on va le faire. Donc c'est une étape intermédiaire. Alors, vous avez choisi Carmé Pignos sur la base d'un dialogue compétitif. Pourquoi avoir choisi cette procédure ? On a effectivement lancé un concours ouvert sur l'étranger, un concours international. On a retenu 4 cabinets qui nous ont fait une maquette, une stratégie
une stratégie sur le territoire. Quelle était la question posée? Alors, elle était complexe. La question, c'était ce que je vous dis, c'est-à-dire c'était pas du tout, voilà, on a une zone là, faites un truc. C'était, voilà, comment on redonne de la densité et comment on valorise ces espaces, comment on donne envie ces histoires, ces espaces qui sont un peu à l'abandon, comment on les fait vivre, comment on intéresse les gens à ces espaces, aussi bien les bragards que des gens de l'extérieur qui n'auraient pas l'idée de venir se promener ou de venir investir à Saint-Dizier. Comment on fait qu'il se passe quelque chose d'un peu original dans ces espaces. Alors, Carmé, elle a été choisie parce qu'elle a mieux répondu que les autres, hein, tout simplement. Les cabinets français ont été dans une démarche certes de qualité, mais je dirais qu'ils n'ont pas compris, alors on est peut-être à côté de la plaque, Carmé et moi, mais cette problématique, elle était un petit peu originale. On avait vu un certain nombre de grands cabinets français. On a l'impression qu'ils sont arrivés avec des recettes intéressantes, hein, parce que c'est des gens très, très sérieux. Mais je leur avais dit, attendez, vous arrivez dans des endroits, ailleurs, vous travaillez dans les grandes villes de France, dans les grandes villes d'Europe, et vous arrivez dans un territoire très différent. Dans les villes où vous intervenez actuellement, allez, vous êtes bon, mais vous pourriez être mauvais, parce que l'activité, elle est déjà là. Donc, un projet mauvais dans une ville qui fonctionne, ça ne se voit pas qu'il est mauvais. Et nous, voilà, il s'agit de faire deux choses, de créer de la densité, de créer du développement là où il n'y en a pas, et de créer une envie, de créer quelque chose de neuf dans des espaces apparemment anodins. Donc ce n'est pas une problématique qu'ils trouvent ailleurs. Et donc il y a eu des réponses assez professionnelles, hein, parce que c'est effectivement des gens de bonne qualité et très sérieux, mais finalement, on ne les a pas retenus parce que ce qu'ils nous proposaient, ça aurait peut-être fonctionné à Metz, à Nancy, à Bordeaux, mais pas à Saint-Dizier. Ce n'était pas dimensionné, ce n'était pas dans la problématique. Et ce qui nous a plu dans Jacques Carmé, c'est qu'à la fois, j'espère que vous allez le ressentir, elle a à la fois une personnalité extrêmement forte et une capacité d'écoute, d'intégrer les problèmes. J'aperçois ici des gens du territoire. Elle n'est pas seulement architecte, elle est designer, elle est urbaniste. Elle s'est intéressée à notre petite histoire. Elle a été visiter les usines. Elle s'est vraiment imprégnée du territoire. Et je pense qu'elle est dans une démarche j'ai envie de dire, de révélation du territoire. Hein. Je suis tout à fait je vais tout à fait dans le sens de ce que dit Henri-Pierre Jeudi. J'aime pas la démarche patrimoniale en France qui chosifie les choses. Tous nos grands bâtiments artistiques, ils sont beaux, ils sont bien refaits, mais ils sont morts. Alors l'avantage de Saint-Dizier, c'est qu'on n'en avait pas. Donc on n'a pas fait ce genre de conneries. Voilà. Mais donc on a été vraiment dans une démarche et je trouve que beaucoup de choses refaites en France. Je donne toujours comme exemple la place du Palais de Bourbon. C'est mort. Ça devient un décor de théâtre. Ça, c'est épouvantable. Alors après, c'est fait avec goût ou sans goût. Ça dépend. Dans les pires hypothèses, c'est sans goût. Mais souvent, les grandes réhabilitations en France, c'est fait avec goût, mais c'est mort. C'est un décor de la Comédie Française. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, ça n'a aucun intérêt pour la vie. La démarche qu'on a avec Carmé, c'est justement cette ville, elle n'est pas exceptionnelle en termes de patrimoine classique, mais il y a vraiment une musique très singulière à cause de cette histoire chaotique, à cause de ces bâtiments imprévus, à cause de ces contrastes. Et Carmé a complètement pigé ça. Et ce qui est perçu de l'extérieur comme finalement un handicap, cette ville, elle n'a pas un vrai patrimoine, elle a un peu de briquet de broc, je pense qu'on peut en faire au contraire quelque chose d'assez surprenant. Et c'est ce que fait Carmé. Mais si je vous ai bien compris, vous avez choisi le projet de Carmé Pignos parce que sa proposition était la meilleure, mais aussi parce que les autres n'avaient pas compris votre problématique, qui était la problématique finalement d'une ville moyenne. Oui, je pense qu'ils n'étaient pas dans cette problématique, réellement. Je pense qu'ils avaient toutes les qualités. Alors on a eu ce débat, hein, d'ailleurs. Parce que comme c'était des grands cabinets, on est sûr qu'en discutant avec eux, on aurait abouti à quelque chose de correct et de présentable. Donc on n'a pas eu de doute. On s'est dit, mais dans le fond, travailler avec quelqu'un... Donc on s'est dit, le projet de Carmé
est le meilleur à un moment, mais est-ce qu'on va la prendre? Parce que Barcelone, ça disait, c'est pas évident. Est-ce qu'elle sera suffisamment là? Et puis, en discutant, on a considéré qu'on pouvait prendre le risque, que c'est pas un risque, c'est une chance. Bon, alors donc, Carme Pinos va nous montrer que c'est une chance. D'abord, pourquoi avoir répondu à ce dialogue compétitif? Qu'est-ce qui vous a attiré d'un seul coup? Saint-Dizier, vous saviez où c'était? En principe, non. Non, m'a travaillé dans une ville et penser que tu peux construire le futur, c'est une chose qui te courage, non? Et alors nous avons accepté les concours. Alors nous avons commencé à étudier bien, à comprendre très bien Saint-Dizier. Peut-être parce que nous sommes de dehors, les forces, les travail pour le comprendre bien. Peut-être c'est ça qui a été différent, parce que nous avons étudié beaucoup et nous avons passé beaucoup de temps. Nous avons demandé à les gens. Nous avons fait une immersion à Saint-Dizier très fort. Non? Mais c'est pas compliqué de faire le voyage en permanence, non, Barcelone-Saint-Dizier? Il y a une bonne chose que je dois m'arrêter tout le temps à Paris, alors. C'est pas vrai. Alors peut-être vous allez nous présenter quelques images du projet et nous dire un petit peu en quoi il consiste. Si. Le problème, normalement... Sur l'écran, là, vous. Si, non, moi... Sinon, je dois dire que quand nous sommes arrivés à Saint-Dizier, les choses que nous a frappé de plus, c'est que nous avons trouvé une ville déstructurée, non? Et le maire nous a promenés en banlieue, et tu ne te donnes compte quand tu es dehors, quand tu es dedans. Et la sensation de la difficulté de mettre Saint-Dizier dans la tête, non? Et je me rappelle qu'en une seconde, nous sommes en banlieue avec des grandes superficies, avec une grande roue, et soudain, boum, au milieu en front de la campagne ou de l'hôtel de ville. La transition, là, c'était très... Et une autre chose, la qualité de la géographie, il y a un potentiel, sans dire énorme, qu'il est oublié, il est caché. Soudain, tu découvres les canals, tu dis, oh, c'est une merveille. Au côté d'un canal avec de petites maisons au côté, ou les Marnes, qui est presque verge, et Saint-Dizier, il ne les donne pas la face. Moi, avec Inès, une autre architecte, qui a passé beaucoup de temps à Saint-Dizier, il a commencé à découvrir, par exemple, aux côtés de Les Marnes, un ancien club qui fait la piscine, non? Un club, non? que les gens de Saint-Dizier, avant, allaient à se baigner à le fleuve, et maintenant, il est disparu. Il n'y a aucun rapport avec le Marne. Et une petite passerelle délicieuse, qui maintenant est en train de reconstruction, il est abandonné. Il y a beaucoup de potentiel. Il semble que Saint-Dizier, après, comme nous avons commencé à étudier l'histoire, tu vois Saint-Dizier, c'est une ville qui avance à coupe de décisions, et chaque décision semble qu'il est en contre, on donnait le pot à le passer, non? Et par exemple, il a montré avant, non, de la vieille chapelle, non, qu'il est entouré de tous ces bâtiments. Et un moment, il était, pour arriver à la chapelle, il doit passer pour un souterrain. Maintenant, le maire a fait Si, merci. Non? Et un moment, je ne sais pas s'il marche, ça. Si. Oh. Oui. Non. Ah si. Non?
Maintenant, il y a une connexion à une autre. Il y a peu d'années qu'il était en rond-point, s'appelle comme ça. Et pour arriver à la chapelle, on doit passer pour deux. Et chaque décision ignore l'autre, non? Là, effectivement, autour de cette église dite de Gigny, vous aviez en plein centre-ville un vrai rond-point routier. Et ça voulait dire, même en termes de sécurité, je crois que c'était assez unique en France, il y avait quasiment 1 ou 2 fois par mois des voitures qui faisaient des tonneaux en centre-ville. Voilà. Donc voilà, donc on crée, voilà, c'est pas une rénovation de centre, on crée un centre. Il y avait le centre-ville, c'était un grand courant d'air, donc on essaie de consolider un peu cela, mais sans chosifier la ville. Oui, alors la première chose que nous avons potentiel tous les qualités, les potentiels de Saint-Dizier, non? Et si c'est le canal, le passe je crois. Si. Et ça, c'est le canal, c'est la piscine qui marche bien. Non, la piscine dont j'ai parlé tout à l'heure et la tour, c'est la tour où il y a le cinéma. La tour, c'est les anciennes usines Mico et le cinéma est dans cette tour. De quelque manière, tout sont des volontés, mais sont des volontés un peu dispersées. Et nous avons pensé, nous devons trouver une manière de cohésionner tout ça, de faire un centre fort pour irradier son pouvoir dehors, non? Que le banlieue vient à chercher choses à Saint-Dizier, de trouver son propre identité. Nous avons dit, bien, toutes ces qualités qu'il a Saint-Dizier, nous les donnons collationnées pour donner une potentialité, pour créer le désir d'y aller. Non? Je crois même que vous avez augmenté le périmètre de votre intervention. Si. Non, une autre chose et c'est une chose que, après, je passe de quelques plans de l'histoire de Saint-Dizier. Une chose qui m'a frappé beaucoup, c'est quand je suis arrivée la première fois, dans le village, ici, tu vois encore un peu, mais réellement, tu ne vois rien de les passés, les châteaux. La grande place pleine de voitures, le marché, c'est comme une grande boîte vide, non? Et soudain, quand tu arrives, tu vois tout ça et tu dis, qu'est-ce que c'est ça, non? Parce que la ville donne complètement les pots à toute cette histoire, non? Et les Marnes, avec ces belles passerelles en fer, ici, il ne le montre pas tellement bien, mais vous pouvez regarder comme il est verge, comme il est un grand fleuve qui passe dans Saint-Dizier, qui passe dans Saint-Dizier. Non, un peu loin, non, dans Saint-Dizier. Mais que tu ne te rends compte, non? Et une autre chose, les boulevards, que c'est encore pardon, très bien préservé, mais avec des voitures. Parce que comme Saint-Dizier n'existe pas, de quelque manière, non, et c'est tous les banlieues, non, que les gens habitent. Et alors, une connexion avec la voiture, une dépendance de la voiture, non? Alors, Saint-Dizier pense que les boutiques, tout ça, qui doit faciliter l'arrivée de la voiture. Hein, cette idée de s'égarer en fond de la boutique, acheter, donner Saint-Dizier à les voitures pour que les gens qui sont en banlieue peuvent arriver facile. Et ça va en contre de Saint-Dizier. Parce que si tu peux garer un peu loin et tu vas en cheminant à la boutique, tu trouves une autre boutique, tu fais plus humaine.
donne une autre échelle à Saint-Dizier, non? Et tout ça, le maire, avec Jean-Paul, il a commencé déjà à péatonaliser un peu, à donner... Et quand il a commencé ça, parce que les habitants, quand il y a une habitude, il a problème de changer la mentalité. Mais c'est nous, avec notre travail, que nous devons essayer de les changer, non? Et maintenant, cette petite place... il y a deux restaurants qui commencent à marcher, des terrasses qui commencent. Hein, et peu à peu, nous devons changer la mentalité. Non? Ah, ça, c'est un peu l'histoire pour montrer que chaque fois, Saint-Dizier qui a décidé quelque chose, c'est on donnait les pots, je dis bien, je dis. Pardon mon français, parce que. Bah, vous le comprenez, non? Bien. Et après les faits, l'incendio, le fuego, comment ça s'appelle? Le feu. Après le feu de le siècle XVIII, il a décidé, là, un nouveau plan qu'il a coupé, qu'il a dit, nous devons faire cette rue et coupé pour lier plus le château qui, à ce moment, il n'avait pas sens comme centre de défense. Et il a coupé sans aucun complexe. Il a coupé comme ça. Hein? Il a fait le rue qu'il se joint avec, non? Et a construit a cassé un bâtiment comme ça, il a construit le marché, et alors il a caché, il a détruit, il a parti l'identité de Saint-Dizier, l'histoire de Saint-Dizier, en donnant complètement ignorant tout ça, non? Ouais. C'est une ville qui a évolué vraiment par une série de ruptures très fortes. Et donc, il ne s'agit pas de ligner, on ne veut pas artificiellement réunir tout ça, ça n'aurait pas de sens, mais quand même qu'il y ait effectivement un centre dense. Et qu'à partir de centre dense, on puisse en quelque sorte apprécier la diversité. C'est un peu ça la démarche. Si. Et après, une autre part de l'histoire de Saint-Dizier, qui est maintenant un peu disparu, c'est l'industrialisation, l'importance du canal, les ports, tout ça, il n'a pas sens maintenant. Voilà. Et cette porte, maintenant, c'est la piscine. Voilà. Sur le plan, on a l'impression que l'eau est extrêmement présente à Saint-Dizier, hein, le canal, la Marne, etc. En fait, quand vous êtes en centre-ville, vous ne la voyez pas. Donc, un des objets du projet, c'est justement de faire que les gens aillent vers ces espaces qui sont, c'est une petite ville, hein, qui sont à 150-200 mètres, mais personne ne fait ces 150-200 mètres. Et donc personne ne s'empare de ces espaces, et c'est tout le projet. Alors, en étudiant toutes les qualités, en étudiant les traces de l'eau, comme une ville qui a deux fleuves, pour un Espagnol, ça c'est incroyable, une ville avec deux fleuves, non? Et cette ville qu'il ne a aucun rapport avec l'eau, non? Et ici, nous avons étudié aussi les traces de les murailles, de la rempart, l'Ornel, comme une autre chose qui te frappe beaucoup, c'est que cette petite fleuve, l'Ornel, il apparaît au milieu de la ville avec des natures très vives, et soudain, il disparaît, non? Et nous avons décidé de mettre tout ça en valeur en faisant une seule chose. Voilà. Alors, après la potentialité, ça c'est pour renforcer cette histoire que Saint-Dizier pourrait être le centre de tout l'entourage de la petite ville, non? Ici l'histoire de... Est-ce que tu pourrais montrer, voilà, ça c'est l'idée. Si, voilà. Ça c'est l'idée. Voilà. Ça c'est les projets, non? C'est ça les canals, c'est ça les verts, non? L'espace public que peut suivre le canal.
l'espace public peut suivre le Marne. Et après, ici, il y a les châteaux. Et ici, c'est les rues commerciales avec la place de l'hôtel de ville. Et nous disons, bien, nous pouvons faire de cette promenade, une seule boulevard, une seule espace, et que quand croise non? Croître, oui. Quand l'interface, Croître, oui. l'as commercial devient le centre culturel. On a une photo. Et- Est-ce que vous pouvez nous dire, Voilà, si- ouais. mais Je voudrais commenter ça. dites-nous quand même sur Voilà le le plan. dessin, pardon, sur le dessin qui précédait, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est un dessin qui a été remis au moment du dialogue compétitif ou s'il est récent? Parce qu'il est d'une simplicité biblique, mais en même temps, il exprime très bien le projet. Quand j'ai montré à Inès, que c'est l'architecte qui a pris le projet avec des autres, moi, j'ai fait cette esquisse, je lui ai dit, j'ai déjà le projet. Mais ça c'était au début ou c'est récent? Au début. Oui, on l'a eu dans les... C'est le début. Je dirais que ça a été un élément majeur pour le convaincre. Peut-être c'est des designs. Quand j'ai fait ça, et j'ai dit, le canal, et parce que nous avons aussi découvert ces petites places. Si nous allons à la... A ver, ¿dónde está? Non, Après, aquí. voilà, ça. Ces petites places, parce qu'ici, il y a une petite promenade maintenant qui existe, qui arrive à cette place. Ça, c'est l'As. Quand nous avons découvert ça, je dis, ça y est, boum. Ici, le château. Ouais. Ça, c'est le coup de... Voilà, on va rester là. Non, c'est bon. Hop. En arrière, le premier plan. Voilà. Donc, nous, notre concours, il portait... Ça c'est le centre, le début de centre qu'on avait. Et puis, on avait le cinéma là, ces quais où pas grand monde venait. Et on se disait, voilà, comment on relie, en fait, le canal et le centre-ville. C'était le point de départ du concours. Et comment est-ce qu'on densifie commercialement ce centre-ville et qu'on mixte à la fois plus de commerce, plus de loisirs, parce qu'on voulait développer à côté du cinéma et de la piscine d'autres activités de loisirs, et comment en plus on donne une dimension culturelle au projet. Et comment tout ça densifie ce centre qui n'était à l'origine qu'une rue. Et donc on avait fait un périmètre qui était en gros ça. Et les autres projets, finalement, ont pas réuni la ville et valorisé la ville comme elle a fait. Les autres projets, ils mettaient du culturel là, sur le canal, mais on ne voyait plus l'eau. Un peu de trucs là. Et l'idée de génie de Carmé, ça a été de tout densifier là et de se servir de ce point d'appui très fort pour pousser, relever toute la ville. Ça, c'était pas dans le concours et c'était génial. Voilà, elle avait tout, et c'était même la bonne façon de répondre au concours. Dans le périmètre qu'on avait donné, il n'y avait pas moyen de résoudre la solution. Et donc, elle a complètement articulé les projets, la dimension commerciale et loisirs sur cela, en créant avec une densité qui rejaillit sur tous les espaces plus vastes, plus laissés libres aujourd'hui, et qui sont en quelque sorte à reconquérir. J'ai pas dit une chose sur l'aspect un peu culturel, sans être très long. C'est aussi une dimension assez importante pour marquer le territoire. Saint-Dizier a produit beaucoup de fontes, les fontes que vous avez autour devant le musée d'Orsay. Ça a été fondu à Saint-Dizier ou à côté. Donc toutes les villes de France, finalement, portent des ornements issus de ce territoire assez oublié. Et donc, on voudrait non pas faire un musée au sens classique, mais dans ces espaces, valoriser le passé. Et ces entreprises de fonte d'art, elles existent encore aujourd'hui. Et donc, on voudrait valoriser à la fois, en relation avec Orsay, ce passé prestigieux de ce territoire un peu oublié, et montrer qu'encore aujourd'hui, ce territoire travaille dans toutes les villes de France et produit des choses un peu modernes. Donc ça aussi, on veut se saisir de ces espaces pour faire ce travail. Carmé Pignos, le traitement de l'espace public, comment vous l'avez envisagé d'une manière générale? Non, parce que mon réflexion de l'espace public aujourd'hui,
est beaucoup plus lié à les loisirs, les sports. Je dis qu'aujourd'hui, en référence à ma ville, la place à Catalunya, aujourd'hui, c'est la plage. C'est où les gens se trouvent le dimanche, où tu vas à manger, on va faire l'apéritif. C'est la plage. Les parcours que nous avons à la montagne, la carrette de las aguas, non? Que c'est en promenade que tu te trouves les amis avec le chien, la bicyclette, et c'est le lieu d'espace public, de rencontre, la communauté, cette promenade liée plus à l'export, liée plus à la loisir. Et alors, j'ai trouvé que Saint-Dizier, il y a beaucoup de potentiel pour ça. Mais le climat n'est pas le même. Comment? Le climat n'est pas le même qu'à Barcelone. Ah, ben, mais c'est mieux pour courir, c'est mieux. Hein? À Barcelone, courir, quelquefois, c'est trop dur. Mais ici, aller à la bicyclette, aller courir, porter les... Et quand nous sommes allés à nous promener à tous ces côtés, nous avons trouvé beaucoup de personnes que, après de travailler, on se promène, des couples vieilles qui se promènent, que maintenant il est en complètement sans protection, il est sauvage, non? Mais il y a des gens que... En fait, oui, ce n'est pas une intervention arbitraire, c'est-à-dire tous ces espaces, les gens s'y promènent un peu déjà, mais sans se rendre compte qu'ils se promènent et sans se rendre compte que c'est bien. Voilà, c'est très curieux. Et je ne sais pas combien ça fait, mais si vous regardez tout le cercle vert, ça doit être quoi, 3-4 km. Donc vous voyez, c'est quand même d'avoir en 3 ou 4 km en Bordeaux, en plein centre-ville. Vous voyez, quand je parle de la qualité des petites villes, c'est pas évident de pouvoir mettre ça en place en plein centre-ville aujourd'hui. Si, maintenant, quand nous... Non, ah oui, ça, on peut montrer ça. Ça, non, c'est l'occupation de l'espace public pour les voitures, non? Et maintenant, qu'est-ce que nous présentons? Nous avons porté les canaux pour faire des habitations très près de l'eau, parce que les canaux maintenant, il est en lieu de loisir, non? C'est pas commercial, c'est plus de bateaux pour se promener. Alors nous avons décidé de faire... Ah si, pardon. Ouais, bien. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, on va faire entre les deux images. Ça, on est en plein centre-ville. Voilà, ça c'est la situation actuelle. On a une sous-préfecture qui est pas mal, qui est du beau patrimoine. Mais quand vous êtes dans la rue commerçante ici du centre, vous voyez un bout de jardin, un bâtiment pas mal, mais vous ne voyez pas du tout ces espaces. Et donc vous avez le sentiment, sur une photo aérienne, vous avez le sentiment de quelque chose de très vert. En fait, quand vous êtes à pied, c'est totalement minéral et assez sec. Et donc un des aspects, un des coups de génie qu'a eu Carmé, ça a été en fait de casser tout ça jusque-là et pour faire un jardin qui prolonge le jardin de la sous-préfecture en face. Et la liaison entre le centre et tous les autres, comme nous, on le pensait d'ailleurs avant, la faisaient là. Et là, vous voyez, à la fois, elle densifie le centre, elle ne le tire pas, et elle l'agrandit sur des espaces. Et les autres, dans le concours, n'avaient pas fait ça du tout. Et donc, ça suppose, on peut passer après. Voilà. C'est plus du tout... Et donc, vous avez à la fois un centre-ville, c'est là que c'est fort, à la fois c'est densifié, c'est réduit le centre-ville, et en même temps, ça s'ouvre sur des espaces beaucoup plus importants. Et donc, vous faites rentrer vraiment la verdure et l'eau en centre-ville, ce que ne faisaient pas complètement les autres. Alors, le projet, il a d'ailleurs évolué, parce qu'on est disqueur. Donc, ça va être l'idée d'avoir une galerie commerciale, d'avoir une sorte de jardin d'hiver, à la fois mettant en valeur la fonte et le verre. Hein, c'est des industries du verre aussi à Saint-Dizier. On peut faire quelque chose d'assez sympa là, et une activité plutôt commerciale. Le projet, on était en train d'y travailler avant cette réunion. Maintenant, la galerie commerciale irait jusqu'en face. Et donc, mais on reste complètement dans l'idée du projet d'un concours, parce que tous les investisseurs nous ont fait savoir à juste titre qu'une galerie qui débouche sur rien, ça ne marche pas. Donc, on a prolongé jusque-là. Voilà, et ça, je pense que ça peut être très spectaculaire. J'ai changé
les marchés, que maintenant c'est une boîte vide, et nous avons proposé cette... Aïe, pardon. Oh non, oui. Ah si. Et cette marché, que c'est un marché longitudinal, comme une promenade, non? Que c'est ça, c'est de faire pour faire pas comme maintenant une boîte que tu arrives, il y a de petites parades, très peu, et tu sens le vide, non? Disons, nous faisons une promenade et des petites boutiques que peut vendre dehors, qui peut être beaucoup plus dynamique, non? Et bon, et nous avons fait des illustrations, ça ne veut dire de projet, nous avons fait une illustration de la possibilité de cette planning, non? Non, ça c'est... Non, et une autre chose que nous avons dit, parce que le Concorde nous donne des programmes de maîtres de habitation, quelques programmes, et nous avons dit bien l'habitation peut être aussi une hauteur, non? Pas faire une dimension plus compacte, sinon nous avons dit bien, quand tu es près de la Belleville, nous faisons une petite maison, et ici, sans aucun complexe, nous avons décidé de faire des tours, que mettre en dialogue avec les tours qui existent maintenant, avec une belle vue. Et après, par exemple, l'ancien port, que c'est très rigide, nous avons dit les limites de ce canal peuvent être plus sympa avec le petit clap des canaux, on verra, non? Tout ça sont des propositions. Et les canals avec des points de référence, ici l'hôtel, non? C'est l'hôtel, nous avons dit bien le canal, l'hôtel qui était dans le programme, près de la gare, avec un point haut, non, pour faire une référence dans les canals, non? Ça, c'est les claps, non? Et aussi des rues dans les canals, un moment de base, sans aucun complexe, quelquefois, donner des points de référence pour être des points qui limitent un peu le centre de Saint-Dizier, non? Non, ça, c'est maintenant, vous voyez, il y a part de Saint-Dizier ici, non? Et ça, le centre, au milieu, cet grand territoire très joli, mais abandonné. Et nous avons proposé ça. Maintenant, je vous présente parce que nous avons commencé à travailler déjà. Et nous avons dû à la Concorde de faire des espaces de sport. Maintenant, peut-être ce n'est pas tellement nécessaire, mais il y a ici un bâtiment que nous pensons, c'est ici, INSST, c'est que le projet, maintenant, il montre des jardins familiaux, des potagers, et nous pensons que ce petit bâtiment peut être aussi un restaurant. Nous sommes en train de cette idée de... C'est vraiment valoriser les espaces, c'est-à-dire c'est pas définitif. On ne va pas terminer la ville. Pour revenir à la problématique aussi de notre ami Jeudi, ces espaces en bord du canal, on va disposer un certain nombre de choses, mais on avait des projets ou plus ou moins écologiques ou d'insertion sociale, etc. Ces projets étaient situés ailleurs. Maintenant qu'on travaille sur ces espaces, ça devient logique de les placer là. Voilà, donc c'est ça. Je ne sais pas si tous les architectes acceptent de rentrer dans cette dynamique. Carmet accepte complètement que son projet, il est fait pour attirer, susciter d'autres initiatives privées ou publiques. Et les bords de canal, ce n'est pas le projet définitif de Carmet. Enfin, c'est Carnet qui va lancer les espaces, qui va les rendre attractifs. Et après, si ça marche, et comme ça marchera, d'autres projets pourront naître sur cet espace. Ce n'est pas un projet figé du tout. Et si nous avons créé cette potager, non? Cette petite potager, oui. Non? Au milieu des promenades, non?
ici, parce que c'est les grands parcs qu'il a une fois l'année, pendant 15 jours en fer, très important, qu'il est très dense. Oui, il y a une fête de Pâques avec tous les manèges, les machins et les choses qui sont effectivement pas toujours esthétiquement super, mais ça fonctionne, c'est la ville. Là aussi, l'intelligence de Carmé, ça n'a pas été de nous faire un beau jardin sans camion et sans foire. On aime ou on n'aime pas la foire de Pâques et les attractions des forains. Voilà, c'est une réalité dans ce genre de territoire. Et donc, Carmé ne nous a pas dit allez les mettre ailleurs. Elle a à la fois complètement modifié le parc et permis une utilisation par les foires habituelles. Il y a aussi une autre chose très importante qui est peut-être là, qui est assez géniale et qui change, enfin qui est toute simple et qui change complètement la ville. Actuellement, ici, là vous avez donc la sous-préfecture, le petit château que je vous ai montré tout à l'heure, les remparts qu'on voit, ça c'est plutôt du patrimoine un peu classique. Et aujourd'hui, vous avez une seule route qui passe ici, du parking de chaque côté de la route, et ce parc-là est fermé. Et donc, vous avez, quand vous passez en voiture là, vous avez le sentiment de passer au bord d'un truc sympa, mais vous avez le sentiment d'être vraiment à une espèce de frontière. Vous avez l'impression qu'il y a le centre-ville d'un côté, puis il y a un parc de l'autre. Les aménagements de Carmé, vous voyez, qui dédoublent la voie. En fait, il va y avoir 2 voies uniques. On va casser les barrières et donc les automobilistes passeront dans un parc. Ils ne seront plus dans une limite, ils seront en centre-ville dans un parc. Ça ne va plus du tout être la même sensation. Et nous avons créé 2 poches de parking un peu ici, non? C'est les deux routes et chacune a une poche de parking, mais un parking parc, non? Avec les paviments et de végétation et aussi au milieu une part en végétal, non? De parc. Pour donner cette sensation que dit les maires de passer au milieu d'un parc, plus que passer par une route qui coupe. Oui. Et on pourrait commenter ça des heures, parce que ce qui nous a plu dans le travail de Carmé, c'est à la fois qu'elle s'est imprégnée de la ville à un point inimaginable, hein, de l'histoire de la ville, des étapes par lesquelles elle est placée. Ils ont une connaissance de la ville ancienne et de la ville actuelle tout à fait étonnante. Hein, ils nous ont appris des choses. Et l'autre chose, c'est que dès le concours, il y a eu un sens du détail. Là aussi, ce qui a fait la différence, ce n'est pas les grands traits que j'ai indiqués tout à l'heure. Il y a plein de petits détails, plein de petites trouvailles, plein de... Voilà, et puis une capacité, puisque sur certaines choses, on est en train de rencontrer les investisseurs et tout, et donc ça, c'est des contraintes que n'avait pas Carmé au moment du projet. Eh bien, on reprend les choses complètement dans l'esprit du projet avec le... Oui, c'était une ville un petit peu à l'abandon, des espaces un peu délaissés. On est en train de faire exactement le contraire, avec un vrai respect pour la ville, un vrai souci de tirer parti du moins de petites choses imprévues, étonnantes. Et ce travail très en finesse de Carmé, je ne sais pas si c'est Carmé, si c'est la féminité de l'architecte, mais en tout cas, il y avait dans les cabinets voilà, une méthodologie qu'on appliquait. Là, c'est du cousu humain, c'est quelque chose de beaucoup plus passionnant à travailler en tout cas. Par exemple, ici, les parcs, nous l'avons, parce que c'est joli maintenant, nous l'avons laissé presque comme il se trouve, parce qu'il y a les grands fers et tout ça, mais nous avons transformé les limites. Et ça, peut-être nous avons changé un peu le chemin, mais en laissant cet esprit vierge qu'il a maintenant. Mais en changeant seulement les limites. Nous avons dit nous ne voulons pas de faire de l'immeuble, de banque, de urbanisation, non? Aussi parce que quand il vient la faire, le coupe tout, mais en disant le lieu de s'asseoir, le lieu statique de bavarder, de rester après le travail sera dans les limites, une part en regardant les mers, une autre part, on le voit ici, non? C'est ces limites, c'est cette
parce que maintenant, il y a une barrière pour l'inondation, mais très dure. Non, il est marre, cette petite barrière qui empêche l'inondation, mais que de quelque manière, tu caches le Marne. Alors, nous avons dit bien, nous faisons cette monticule, ce déniveau, mais on transforme ça à le lieu de s'asseoir, le lieu de contrôler un peu le paysage. Et seulement, c'est les limites qui nous faisons l'actuation, non, de faire des promenades. On vise aussi des buts très simples. Vous savez, tous les maires ont l'obsession du tourisme, c'est idiot. Nous, on veut simplement que les gens aient envie de se promener, c'est tout. Mais c'est pas rien de créer une vraie envie de se promener. Voilà, je pense que dans le parc aménagé par Carmé, on aura envie de se promener. Et le reste de le Marne, c'est seulement de créer des chemins avec peu de préoccupations, comme il se transforme la chose verte. Nous avons fait ça, c'est le passage au milieu de potager avec cette pièce qui mélange la nature avec la chose plus urbaine, mais tout le temps pas de créer une chose urbaine, non? Sinon au milieu de l'atmosphère qu'il a maintenant, mais transformant en un lieu que tu peux sentir commode. Pardon le français. Mais non, je pense que c'était très intéressant. Monsieur Cornu-Gentil, on sent votre enthousiasme par rapport à ce projet. Et vous avez employé, à propos du travail de Carmé Pignos, vous avez au moins, si j'ai bien compté, employé 3 fois le mot génial. Par contre, toujours en faisant un peu de sémantique, vous avez dit 2 fois le mot investisseur dans vos propos. Et pardon de vous ramener à des choses un peu plus terre-à-terre, mais vous avez besoin d'investisseurs pour un projet comme celui-là. Il y a effectivement dans le centre qu'on densifie, il y aura une sorte de galerie commerciale en fait. Donc là, on est en train de chercher un investisseur et ça se place plutôt bien. Donc je ne suis pas très inquiet sur cet aspect des choses. Et puis après, on a regardé, si vous voulez, Saint-Dizier, la transformation du quartier un peu en difficulté du Verbois dont j'ai parlé tout à l'heure. On a été dans les premiers projets de GPV et en rue après. Donc c'est presque fini. Certaines villes ont encore 10 ans de travail. Nous, le boulot, on a encore un centre commercial un peu costaud à gérer. Mais voilà, c'est bien passé, ce qui fait qu'on va pouvoir concentrer les investissements sur cela. Donc, pour la partie très centrale, on a un investisseur commercial normalement et ça devrait aller. Et sur les espaces publics, on est en train de les chiffrer, mais c'est tout à fait compatible avec les moyens de la ville de Saint-Dizier. On a par ailleurs, c'est pas le sujet, mais c'est ce qui permet, on a bien conscience que c'est une période très difficile pour les collectivités locales qui s'annoncent. Raison de plus pour investir. Je pense que beaucoup de collectivités vont arrêter. Je pense que c'est au contraire là. Et donc, on a fait des efforts de gestion considérables pour pouvoir être en situation d'investir régulièrement. Il faudrait quoi qu'on mette pour que ça avance correctement. Je regarde le directeur général des services pour m'assurer que je ne dis pas de bêtises. Bon, il faudrait qu'on puisse mettre 5 millions d'euros par an d'argent public. C'est faisable, c'est dans les capacités de la ville. On s'est organisé pour cela. Quelle est la réception de la population, des habitants ? Elle est très bonne. Et comment vous y prenez-vous aussi pour faire passer ce projet ? Elle est très bonne. D'abord, elle a été bonne politiquement. C'est une ville où il y a quelques fois où on a réussi à faire évoluer un peu les choses. Il y avait des clivages politiques très, très violents, un peu primaires, on peut le dire même. Le projet de Carmé a été voté à l'unanimité du conseil municipal d'abord, donc on a passé l'échelon politique sans aucune difficulté. Vous avez la majorité absolue quasiment. Non, mais je ne suis pas le tyran que vous indiquez, et donc j'ai une opposition qui se manifeste quand elle peut. Elle n'a pas pu se manifester parce que le projet était... Donc on a été soutenu par l'ensemble du conseil municipal. Après, la population, elle a vraiment adhéré très fort au projet. Parce que c'était
valoriser des endroits que les gens aimaient, mais qu'ils sentaient à l'abandon. Et donc, il y a vraiment très peu de... On a créé un espace, on a exposé les maquettes du concours, la maquette de Carmé, et on a eu énormément de visiteurs. Hein. Je crois qu'on a ouvert un livre non pas de doléances, mais de conseils, de suggestions, de critiques. Et il n'y a vraiment quasiment pas de critiques, ce qui est assez rare pour un projet urbain. Il y a une seule inquiétude. La seule inquiétude, c'est est-ce que vous allez pouvoir le faire? Combien ça va coûter? Est-ce que vous allez pouvoir le faire? Et donc, on explique aux gens qu'on ne va pas augmenter les impôts, qu'on gère sérieusement le fonctionnement, qu'on va aller chercher un peu des subventions. Et donc, l'inquiétude, elle est plutôt, c'est, voilà, est-ce que vous avez promis des trucs? Est-ce que vous allez vraiment... Mais il n'y a pas d'objection de fond. Et il y en a d'autant moins qu'on est sur les grands axes du projet, on ne négocie rien parce qu'il nous paraissent très bons. En revanche, ce projet, il n'est pas définitif, il n'est pas fermé. Des gens qui ont un projet commercial, un projet culturel, on peut très bien, justement, c'est ça le talent de Carmé, on peut très bien compléter le projet par des ajouts. Et donc ça fonctionne assez bien et beaucoup de gens viennent nous faire des propositions, des suggestions. Alors Carmé Pignos est l'urbaniste en chef, on peut dire, de ce projet. Est-ce que vous allez lui faire construire des bâtiments sur le territoire ? Je pense que oui. Alors, je ne sais pas, là aussi, le directeur général des services va s'arracher les cheveux. On s'applique à respecter le code des marchés publics, je m'empresse de le dire à la ville de Saint-Dizier. Voilà, mais j'aimerais bien que Carmé travaille à Saint-Dizier. On a quelques idées. Voilà, donc on va respecter la loi et faire travailler Carmé. Et quel est le projet de bâtiment que vous allez lancer, le premier ? Je pense que dans le centre-ville, il y a notamment ce projet de galerie commerciale. Et ce que je voudrais, c'est jouer de plusieurs effets de levier. C'est-à-dire que ce soit en soi une galerie commerciale dans une petite ville, c'est en soi un événement, même si la dite galerie est une boîte à chaussures. Je pense que si la galerie, elle donne sur un jardin d'hiver, s'il y a des éléments un peu esthétiques dans cette galerie, si en plus elle est dessinée par... Vous voyez, on peut mettre comme condition, on trouve un investisseur, dans le deal qu'on peut avoir avec l'investisseur, c'est qu'il choisisse Carmé pour faire cette opération-là. Donc, et moi, je ne suis pas dans une démarche immobilière, je suis prêt à vendre des terrains moins chers si on oblige l'investisseur à avoir un architecte de qualité. Encore une question, puis après je me tourne vers la salle. Sur le plan culturel, quelles vont être vos priorités ? Alors, sur le plan culturel, on a vraiment l'objectif d'essayer de valoriser ce patrimoine de fonte. On fait un travail d'achat de fonte, de discussion avec différents musées qui pourraient mettre en dépôt à Saint-Dizier des œuvres de fonte. Et là aussi, le travail avec Carmé, donc je pense que ça, c'est quelque chose d'assez important. Je pense qu'on est vraiment dans une recherche. Et là aussi, Carmé accepte de réfléchir avec nous. La fonte, par définition, c'est plutôt fait pour l'extérieur. Donc on ne va pas coller dans un musée des fontes. En même temps, on n'a pas envie, on n'a pas choisi Carmé Pignos pour qu'elle fasse comme tous les ronds-points de France avec 2-3 bidules dessus. Donc voilà, comment on peut présenter la fonte de manière par ringarde? Comment on peut avoir, voilà, que ça tienne la route, que ce ne soit pas le truc des conseils généraux. Hein, voilà. Donc voilà. Donc c'est un vrai sujet et ça l'intéresse. Ah, c'est pas simple, vous faites vite ringard avec ça. Hein. Donc voilà, comment vous faites ça? Donc valoriser ce patrimoine et je l'ai dit encore, on a quelques belles entreprises qui font, notamment la GHM Sommevoir, qui fait encore du matériel urbain avec des grands architectes, designers d'aujourd'hui, mais ce n'est pas très connu. Et donc d'avoir une sorte de showroom ou est-ce qu'il ne faut pas travailler aussi avec des écoles d'architectes pour faire du design contemporain? Donc on n'est pas seulement en train de réfléchir sur la valorisation du patrimoine ancien, mais est-ce qu'on ne peut pas décliner ça avec des créateurs d'aujourd'hui? Alors je suis sûr que dans la salle, il y a des questions complémentaires, que ce soit en bas ou en haut, puisqu'il y a aussi quelques personnes qui sont là-haut. Vous pouvez vous manifester quand vous le souhaitez. Qui veut commencer? On va vous passer un micro. Oui, attendez, on vous passe le micro et s'il vous plaît, vous vous présentez.
Oui, bonsoir, je m'appelle Juliette Ossenlop. Moi, j'ai juste une question technique. J'imagine bêtement être habitante de Saint-Dizier et trouver un plaisir malin à aller me promener dans le bois qui est à l'ouest de ces futurs potagers là, qu'on a vu tout à l'heure sur la courbe de la Marne. Je ne sais pas si l'illustration ici correspond au bois en question ou si c'est intégré à la partie est. Mais où est-ce que je retrouve les arbres qui vont être déracinés pour le projet là? Où est-ce que je peux trouver ce qui est pour moi l'essence même de l'Est, dans ce coin-là, de l'Est de la France, c'est quand même l'humidité et les forêts. Où est-ce que je le retrouve à Saint-Dizier si je ne pratique que le vélo à petite échelle et que je n'ai pas de transport autre que les transports en commun? Si j'habite le centre historique de Saint-Dizier, j'entends. Hein. Allez-y, je ne sais pas si l'un de vous veut répondre. Pas sûr d'avoir une réponse pertinente, mais vous avez peur, si j'ai bien compris, qu'on dénature cette ambiance ou c'est ça votre inquiétude? Moi, je ne connais pas du tout, pas du tout les lieux. Enfin, oui. Je ne les ai jamais pratiqués en tant que piéton. Vous êtes la bienvenue. C'est gentil. Par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure sur les illustrations, j'arrive même plus à me souvenir si c'était une photo ou si c'était une illustration sur les bords de Marne, donc à l'ouest de cette zone qui est destinée à devenir. Voilà. Quelle partie la partie installation sportive, voilà, oui. en gros. Oui. Sur l'illustration avant-projet, ou je ne sais pas comment on dit, l'illustration équivalente à celle-là. Voilà, c'était très dense, là. Visiblement, effectivement, il y avait beaucoup d'arbres. Oui. Et donc vous avez peur qu'on déracine les arbres, c'est ça? Je me dis qu'a priori, moi je ne connais pas la ville, mais au vu des photos aériennes et tout ça qu'on a vu tout à l'heure, si on habite dans le centre historique de Saint-Dizier et qu'on est piéton, où est-ce qu'on va trouver autant de densité au niveau de forêt? Actuellement, si vous voulez, il y a ces arbres, mais pas grand monde y va. J'imagine. Et alors après, là-dessus d'ailleurs, par rapport au concours, là vous avez le projet du concours, Carmé a encore retravaillé tout ça, c'est pas complètement fixé. Si on veut garder, pour les raisons que vous indiquez, un endroit, quelque chose de plus sauvage ou de plus qui rappelle ce que vous voyez là, c'est tout à fait faisable. Hein. Les espaces sont quand même assez vastes. Carmé a proposé un certain nombre de dispositifs au bord de l'eau. On peut très bien, on ne les fera pas forcément tous. Ça, le projet, il n'est pas complètement figé à ce stade. Donc si on s'aperçoit qu'il faut garder cet aspect un peu sauvage qui rappelle le passé et les bords de Marne, on le fera, il n'y a pas de difficulté. Nous avons étudié aussi les arbres. Nous avons tous les arbres qu'il y a une dimension, ils sont signalés. Et nous ne voulons pas transformer pour ça quand nous présentons. Parce que tout ça sont des projets, c'est les concours. Maintenant, nous sommes en train et ça, c'est plus l'idée de maintenant qui nous il reste les arbres qui sont bien, mais l'épaisseur, maintenant, c'est très difficile de marcher. C'est donner tous ces lieux à les gens pour se promener, pour se trouver, pour passer les week-ends. Alors, bien, un peu plus loin de Saint-Dizier, tu trouveras les marnes vierges. Mais c'est les marnes qui passent dans Saint-Dizier que nous devons les domestiquer un peu pour les prendre avantage de lui. Non? Parce que maintenant, quand nous sommes allés pour l'étudier, c'est très difficile de marcher. C'est presque impossible de marcher. D'accord, non, j'entends bien. Mon hypothèse de départ, c'était quand même je suis piéton à Saint-Dizier. Je ne vais pas faire 50 km pour obtenir une forêt ou une impression d'oxygène. Je suis peut-être moi-même trop sauvage pour pouvoir adhérer à ce type de choses. Sur un autre plan, je ne sais pas, est-ce que vous travaillez avec des gens qui sont, j'imagine, je ne connais pas du tout la manière dont s'élaborent les programmes, les projets un peu plus, mais les programmes, je ne sais pas bien. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent au niveau puisque vous parliez des inondations tout à l'heure, par exemple. Donc j'imagine que si vous n'avez pas construit ici, c'est parce que c'était des zones inondables. J'imagine que les forêts ont un rôle aussi à jouer par rapport à tout ça. Enfin, est-ce que vous travaillez avec des écologues urbains ou je ne sais pas qui, des ingénieurs réels, quoi, pas des... Oui. Nous sommes responsables. Hein. J'imagine bien. Je vous remercie de vos réponses.
Oui, il y a une autre question au troisième ou quatrième rang, là devant. Bonsoir. Je voulais aborder la question des transports, parce que vous n'en avez pas beaucoup parlé. Enfin, vous nous avez dit que la voiture était assez présente dans la ville et que les gens étaient assez attachés à leur voiture. Et vous ne nous avez pas dit si vous avez une réflexion sur les transports en commun, par exemple, et sur la place de la voiture dans cette ville. Notamment, il y a un projet que vous avez présenté près de la préfecture, là où il y avait un grand parking, et vous le supprimez. Ce qui est en général une bonne chose, peut-être de redonner plus de place aux piétons, mais du coup, est-ce que vous avez une réflexion sur les transports en commun et sur la voiture, on est à Saint-Dizier, on n'est pas... Voilà, la politique, c'est aussi prendre les gens tels qu'ils sont. Ça ne veut pas dire qu'on renonce pas à faire évoluer les choses, mais aujourd'hui, ce qu'a dit Carmé est juste, c'est-à-dire les gens marchent beaucoup plus dans les grandes villes que dans les petites villes. Dans les petites villes, les gens prennent leur voiture pour faire 300 mètres, 400 mètres, ce qui est impensable évidemment à Paris ou ailleurs. Donc quand vous partez de là, une des raisons du succès de l'effet de centre qu'on a déjà produit, c'est parce que on a eu des projets, on a eu des tentatives ou des gens qui nous disaient « remettez les voitures plus loin ». On aurait mis les voitures plus loin, ça n'aurait pas marché. Et les maires de villes moyennes qui retirent trop les voitures, en général, tuent leur centre-ville au profit d'une zone commerciale extérieure catastrophique. Donc on a maintenu... l'idée qu'on a là, c'est bien sûr de pas complètement se satisfaire de ça, mais de partir de ça. C'est une contrainte très forte qu'on a mis à Carmé, parce que là, évidemment, comme tous les bons architectes, elle préfère partir des voitures. Donc on l'a enquiquiné avec des... Et l'idée, c'est d'avoir un projet évolutif. C'est-à-dire si effectivement cette promenade, ces lieux deviennent attractifs, dans un premier temps, il faut que les gens se garent quasiment sur place. Le jour où ça marche, on peut aller chercher le parking un peu plus loin. Donc on a plutôt l'idée d'y aller par étapes en la matière. Je dois dire qu'il y a une étude de circulation, une étude de la quantité de voitures qui ont besoin de se garer, mais il y a une problématique que nous sommes en train de l'étudier maintenant. Par exemple, ici, que c'est le cinéma, en quelques moments, et quand il y a un jour un nouveau film, le nouveau film peut être complètement plein, mais le reste il n'y a pas grand. Et ça, c'est partout, non? C'est ici. Et nous sommes en train d'étudier. Maintenant, nous avons commencé à étudier ce parking, que c'est un parking-parc. Pour moi, c'est plus problématique un parking vide que plein. Parce que un parking vide, c'est une plateforme dure, sans végétation. Et nous sommes maintenant en train d'étudier ça avec petit monticule vert qui cache à quelques moments les voitures. Mais quand les voitures ne sont pas, tu peux penser que c'est un lieu de se promener. Et maintenant, je ne le porte pas parce que c'est sur la table, mais c'est ça les problèmes. Comme il y a déjà dans les concourses, cette rue qui devient deux, mais quand nous avons commencé à étudier le projet, avec les problématiques de le parking, tu as vu que le projet que nous avons maintenant, que c'est ici, non? Cette rue, c'est une autre, et à chaque côté, deux poches de parking qui devient avec végétation, avec de petites topographies qui changent. Quand il est vide, il semble que c'est un petit parc, et quand il est plein, il est plein, non? Éventuellement une autre question avant de se séparer. Oui, je vois une main qui se lève là-bas, plus loin. Marie-Hélène Micot, architecte. Il se trouve que j'ai vécu mon enfance à Saint-Dizier. Et je revois un petit peu les espaces. Et je voulais simplement dire bravo, le lien qui va de la gare, en fait.
par Gigny, peut-être même avant, et jusque Banlieusard et tout ça, et je trouve vraiment très bien. Merci. Bah écoutez, c'est vous qui aurez fait la conclusion. Bravo donc aux acteurs. Merci à Henri-Pierre Jeudi de son intervention préliminaire. Merci à Carmen Pignos, pour sa passion, la façon dont elle nous a présenté ce projet. Merci aussi François Cornu-Gentil pour la passion que vous avez pour ce projet de Saint-Dizier. C'était le 25e défi de ville. Merci à tous, merci de votre attention.